Messieurs, dames, bonjour. Rapidement, je vais me présenter. Je suis Jean-Rémy Baudot. Je vais co-animer cette table ronde avec Jean-Hervé Lorenzi, qui devrait arriver très vite, qui était à la radio il y a quelques instants. On va peut-être commencer par revenir un petit peu sur ce qui s'est dit depuis 2 jours. On a parlé donc des sociétés vieillissantes. Sont-elles condamnées? C'était le titre de ce forum. On a parlé fiscalité, immigration, solidarité, enjeux financiers, enjeux aussi de société. Cette dernière table ronde va permettre d'avoir, voilà, comme le titre l'indique, un regard croisé sur nos sociétés vieillissantes, avec une situation économique et sociale relativement inédite, puisque on est voilà, face à une charnière, peut-être une charnière démographique, dont on va pouvoir tous discuter. Je vais peut-être commencer en attendant Jean-Hervé Lorenzi, faire rapidement le tour de la table pour que, avant la présentation que les différents invités vont pouvoir faire, qu'on puisse situer qui est qui. Voilà, tout simplement, je vais prendre dans l'ordre. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour. Voilà, donc vous êtes, vous, Philippe Goubou, vous êtes directeur financier de l'ARCO Agirc. Agirc-Arco, oui, qui sont les 2 régimes de retraite complémentaires des salariés du privé. Voilà. Tout simplement, on va peut-être commencer comme ça. Je vous passe la parole. Oui, bonjour. Éric Guillaume, je suis président d'une société qui gère aujourd'hui des fonds d'investissement afin de monétariser le patrimoine immobilier des retraités. Très bien. Monsieur Patala. Oui, Mathias Patala, je suis président d'un cabinet de conseil qui s'appelle Jalma, qui travaille dans le domaine de la santé et de son financement. Plus fort? Vous voulez que je répète? Oui. Non, je disais que j'étais président d'un cabinet de conseil qui s'appelle Jalma et qui travaille dans le domaine de la santé et de son financement. Jean-Michel Laxalt, je suis président d'une structure naissante d'études de recherche et de débats publics pour un 21e siècle solidaire, et donc essentiellement centré autour des enjeux de sécurité sociale, protection sociale. Bonjour, je suis Brigitte Dormont, donc je suis universitaire, professeure à l'Université Paris-Dauphine et responsable de la chaire santé de la Fondation du Risque. Alors Françoise Forette, moi aussi je suis prof de médecine interne et de gériatrie. Je suis directrice de la Fondation nationale de gérontologie et directrice d'ILC France. ILC voulant dire International Longevity Center. C'est un organisme sœur de 12 organismes identiques dans le monde qui s'intéressent aux problèmes du vieillissement. Bonjour, je suis sociologue, professeur à Paris Descartes et, voilà, et auteur d'un livre récent qui s'appelle Les défis du vieillissement. Bonjour, Jean-Michel Lasserie, donc co-responsable avec Pierre Lyon d'une chaire qui s'appelle Finance et développement durable et qui a été créée à Dauphine avec Polytechnique aussi, sous l'impulsion de EDF et de Crédit Agricole. Voilà, donc on le voit, des profils quand même assez différents entre le monde de la finance, le monde de la mutualité, le monde de la médecine et aussi de la sociologie. Peut-être un petit mot avant que Jean-Hervé Lorenzi arrive, s'il y a des gens dans la salle qui ont des impressions à donner sur des gens qui étaient peut-être là ce matin ou hier, sur des réflexions qu'ils ont pu avoir, qu'on pourra ensuite confronter à nos invités. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Est-ce qu'on commence en attendant? Bon, allons-y. Ne perdons pas de temps. Alors peut-être, voilà, on va vous demander chacun de faire une petite introduction, 5-7 minutes pour planter un peu le débat, les thèmes de cette table ronde. Tout simplement, commençons dans l'ordre, d'autant que vous devez nous quitter assez vite. Donc Monsieur Goubou. Oui, alors le thème qu'on a traité cet après-midi est assez vaste. Mon intervention pourrait être en fait un témoignage d'un problème concret de gestion de la retraite en France aujourd'hui, compte tenu des difficultés économiques qui sont rencontrées depuis finalement la fin 2008. Alors, je vous disais que l'Agirc et l'ARCO, c'était 2 régimes de retraite complémentaires. Je vais peut-être vous indiquer un petit peu ce que ça représente finalement dans l'ensemble des dépenses vieillesse en France. L'Agirc et l'ARCO, ça représente précisément à peu près 1/4 des dépenses vieillesse. Et si l'on prend la seule population des salariés des secteurs privés,
l'Agirc et l'Arco financent à peu près 40% de la retraite des salariés en France. Alors ça concerne à peu près 17,5 millions de cotisants et 9,8 allocataires si on prend les allocataires titulaires d'une allocation de droit direct. En volume financier, le chiffre d'affaires, alors je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais le flux, en tous les cas, le flux annuel des cotisations est d'à peu près, enfin des ressources, parce qu'il n'y a pas que des cotisations, il y a aussi quelques contributions financières. Enfin, le flux annuel des ressources est d'à peu près 64 milliards pour l'ensemble du dispositif Agirc-Arco, c'est-à-dire 44 milliards à peu près pour l'Arco et 20 milliards pour l'Agirc. Et ces régimes qui fonctionnent en répartition détiennent malgré tout des réserves. C'est vrai qu'en répartition pure, on n'imagine pas forcément nécessaire de détenir des réserves. Ça ne marche pas, je pense, là. Je ne sais pas si on m'entend dans la salle. Oui, ça marche, là. Donc, on n'imagine pas toujours que dans les régimes fonctionnant en répartition, il soit nécessaire de détenir des réserves, mais les régimes dont la responsabilité revient aux partenaires sociaux ont finalement quand même engrangé au fil du temps des réserves qui représentent aujourd'hui un petit peu moins de 60 milliards. Enfin, on avait 60 milliards en début d'année. Vraisemblablement, en fin d'année, on sera à 58 milliards. Pourquoi ? Parce qu'on est entré dans une phase de désinvestissement depuis l'année dernière, compte tenu des difficultés, enfin de l'incidence de la crise économique qui s'est amorcée en fait fin 2008. Alors cette crise économique, elle se traduit très concrètement en 2009 par tout simplement un tassement des assiettes de cotisation. L'assiette des cotisations en Agirc, l'Agirc c'est le régime des cadres. On distingue en France les cadres, les non-cadres. L'Agirc c'est le régime spécifique aux cadres. Et l'Arco c'est le régime complémentaire de l'ensemble des salariés. C'est-à-dire que les cadres cotisent également à l'Arco, mais jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Et ensuite, donc, ils cotisent à leur régime qui est le régime Agirc. Donc l'assiette, qui est un peu différentielle malgré tout du régime Agirc, a baissé quand même de 2,5% en 2009, ce qui est assez considérable quand même. Et globalement, finalement, l'assise économique des régimes, celle de l'Arco, a baissé de 1%. Alors évidemment, on enregistre parallèlement l'incidence de la démographie générale qui fait que nos charges dans l'exercice 2009, compte tenu d'une revalorisation équivalente à peu près au prix, eh bien nos charges ont progressé de 5%. Donc ça fait forcément un effet ciseau qui a cette incidence sur nos comptes. On est donc entré en déficit et on a dû prélever sur nos réserves pour apporter un financement complémentaire pour le paiement des allocations. Alors, c'était vrai en 2009, c'est toujours vrai en 2010, ça le sera vraisemblablement en 2011, 12, peut-être 13 d'ailleurs, tout dépendra de l'incidence ou des effets des mesures qui seront forcément suivies, qui ont été prises en matière d'âge de la retraite, puisque vous savez que s'enclenchera à la mi-2011 le relèvement progressif de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, bien entendu. Ça décalera les départs en retraite et ça aura un effet, au plan technique en tous les cas, favorable sur l'équilibre des régimes qui devrait nous ramener progressivement à des conditions d'équilibre, mais assez progressivement. Donc, ce qui est important finalement à souligner, c'est que malgré tout, on vit une anticipation des échéances parce que ces déficits qu'on a constatés en 2009, aujourd'hui et un peu demain, ces déficits, on ne les attendait pas avant 2015, 16, 17, enfin tout dépendait des hypothèses macroéconomiques qui pouvaient être retenues. En tous les cas, on avait pour le pilotage des régimes un délai de 5, voire 6 ou 7 ans, tout dépendait des hypothèses, pour amorcer des aménagements de nos paramètres de fonctionnement. Et puis finalement, on s'est trouvé, je dirais, un peu précipité du fait de la crise économique dans ces difficultés de financement qu'il a bien fallu appréhender et auxquels il a fallu pallier par les prélèvements sur nos fonds de gestion. Alors, vous voyez que quand on évoque ces difficultés, on voit là tout le problème de la gestion des régimes qui est une gestion pluriannuelle. On ne peut pas piloter des régimes de cette importance-là année par année. Il faut avoir les moyens d'assurer un équilibre pluriannuel. Et quand on parle d'équilibre pluriannuel, bien entendu, on parle de réserve.
vous avez forcément des séquences plus ou moins longues, enfin des phases de transition plus ou moins longues, avec des périodes d'excédent et de déficit. Et il faut piloter les régimes dans ces conditions-là. Et les partenaires sociaux, je dirais, ont très bien géré les régimes en accumulant en quelque sorte ces réserves à hauteur de 60 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme assez considérable. Cependant, il s'agit bien de réserves de régimes fonctionnant à répartition, c'est-à-dire ne représentant que l'équivalent d'un flux annuel. Si on était en capitalisation, on aurait 15 à 20 fois cela. Ce sont bien des réserves qui ne représentent pas d'engagement de retraite, mais qui ont une fonction de lissage en fait dans le pilotage des régimes. Et c'est une question importante parce qu'il faut bien entendu assurer des conditions qui permettent progressivement le retour à l'équilibre entre les ressources et les dépenses, mais il faut aussi piloter l'utilisation de ces réserves dans le temps sur des phases de transition qui ne doivent pas excéder ce que forcément peuvent supporter ces fonds-là. Alors c'est tout un pilotage qui a son intérêt et aujourd'hui, c'est cela qu'il faut bien mettre au crédit des partenaires sociaux. On a désinvesti en 2009 et 2010 à peu près 6 milliards d'euros, donc vous voyez que c'est quand même des mouvements assez importants. Et on a constitué des fonds dits adossés pour pallier au désinvestissement de l'année 2009 à hauteur à peu près de 5 milliards d'euros. Donc le tout fait 11 milliards d'euros. Donc si nous n'avions pas eu de réserve, eh bien, les régimes auraient dû tout bonnement faire appel soit à l'emprunt, soit au fonds public. Et quand on dit l'emprunt, forcément, pour emprunter 11 milliards d'euros, faut demander la garantie de l'État. Donc ça aurait été véritablement une intervention des pouvoirs publics dans le pilotage des régimes de retraite complémentaire. Donc la responsabilité, les engagements des partenaires sociaux dépendent finalement de la bonne gestion de ces réserves. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce pilotage, en tant que financier, on se préoccupe beaucoup de savoir comment, finalement, on va s'organiser pour ces désinvestissements sur cette période de transition à venir et savoir comment on va aussi gérer nos portefeuilles, puisqu'on n'est pas en répartition, mais il y a quand même une sorte de logique actif-passif, c'est-à-dire qu'il faut que les contraintes de passif, que sont ces désinvestissements à venir, on puisse y répondre en assurant une adéquation au niveau des actifs qui sont détenus. Donc ce sont toutes les questions financières qui sont aujourd'hui posées à nous. On va justement essayer de revenir sur toutes ces questions, notamment à travers peut-être un autre prisme. Éric Guillaume, si je peux vous demander d'intervenir. Donc vous êtes le président du groupe Cohésion, plutôt donc si je ne me trompe pas du côté plutôt d'une vision mutualiste de tout ça. Vous avez lancé donc des fonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre projet ? Oui, mais merci. Comme disait Monsieur Goubot, on est sur un regard croisé. J'ai effectivement passé une grande partie de ma carrière dans les compagnies d'assurance, dans le monde des institutions de retraite et de prévoyance, dans le champ effectivement de la répartition. Et je vais essayer de vous donner un peu la genèse qui a fait la création du groupe Cohésion que je préside. C'est surtout de se dire, mais le débat sur la retraite aujourd'hui, c'est un débat pour les actifs, pour préparer la retraite de demain. Et la problématique sur laquelle j'ai voulu travailler, c'est de dire, mais une fois qu'on est en retraite, qu'est-ce qu'il nous reste et que peut-on faire ? Avec les particularités du régime français, notamment, effectivement, que 14 millions de retraités en France aujourd'hui, 7 millions de retraités qui sont propriétaires de leur bien, enfin 70% sont propriétaires de leurs biens immobiliers plutôt, et parmi ces propriétaires de biens immobiliers, 70% ont moins de 1 200 € de revenus. Avec une problématique qu'on connaît bien maintenant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, au travers du régime de base, au travers des régimes complémentaires dont parlait M. Goubot, il y a une situation de la retraite globale qui est assurée en France et qui est assurée avec un certain nombre de croissances, quelquefois une croissance de la retraite, bien sûr, qui n'est pas correspondante à la croissance des charges des retraités. Et l'objectif de Cohésion était justement de dire quelles sont les solutions qui s'offrent au monde de la retraite à ce moment. Et très vite est donc venue cette idée de monétariser le patrimoine immobilier des retraités, et c'est-à-dire comment je donne du sens globalement à cette problématique financière. Alors, double constat. Un premier constat qui était un constat, je dirais, du côté de l'actif, effectivement, des gestionnaires financiers qui disent mais est-ce qu'on ne pourrait pas participer de cette démarche de permettre à des retraités de monétariser leur patrimoine, c'est-à-dire d'avoir en échange de leur patrimoine, il s'agit bien d'un échange de leur patrimoine, une vente de leur patrimoine, du cash
qui leur permettent ou de mieux vivre immédiatement, ou voire de réinvestir en rente viagère, ce genre de choses. Et comment intéresser le monde des institutions de prévoyance, le monde des compagnies d'assurance, le monde des mutuelles, pour investir dans le monde, dans ce champ-là. Alors, c'est une vieille idée, sans être très long, mais une vieille idée que, fort d'une expérience des institutions de prévoyance et de retraite, il y a de nombreuses années, je parle sous votre contrôle, M. Goubeau, mais effectivement, les institutions investissaient dans le champ social, investissaient dans l'immobilier des retraités, investissaient dans les maisons de retraite, investissaient. La raréfaction des ressources a fait que cette source est tarie. Et donc, l'idée a été, mais comment aller chercher des fonds financiers? Et là, on voit tout de suite cette notion de ce que j'appelle la ligne de crête, c'est-à-dire le juste équilibre entre une performance immobilière d'un actif financier qui acquiert des biens immobiliers à des retraités, qui les laisse vivre et jouir de la jouissance du bien, c'est-à-dire l'usage de leurs biens, et ce juste équilibre entre l'intérêt du retraité de rester à domicile, mieux vivre à domicile, et l'intérêt d'un fonds d'investissement qui acquiert des biens, qui va garder les biens en propriété le temps de la durée de vie, de l'espérance de vie du retraité qui reste à son domicile, et j'ai donc appliqué l'étape de mortalité des assureurs à cette problématique, qui fait qu'effectivement, on arrive à mettre ensemble, sur des fonds ISR, donc une logique sociétale responsable, de mettre ensemble des investisseurs qui investissent dans le patrimoine immobilier, des retraités, mais avec toutes les problématiques d'image, parce qu'on avait connu historiquement le viager, et il n'y a plus rien du viager là-dedans, sauf le droit d'usage, parce qu'on a gardé le droit d'usage et exclusivement le droit d'usage, c'est une acquisition au comptant, et puis des problématiques de gestion de patrimoine immobilier diversifié sur l'ensemble de la France. Voilà. L'objet de cohésion, c'est ça, c'est le sourcing de biens, c'est le property management pour le compte d'investissement, c'est-à-dire mettre en rapport, aujourd'hui, 12 000 personnes en France retraitées, qui sont prêtes à se séparer en termes de propriété de leurs biens, tout en restant à domicile, avec l'usage dans un acte notarié qui les sécurise. Juste pour qu'on soit d'accord, est-ce que c'est déjà un système qui fonctionne? Alors c'est un système aujourd'hui où effectivement Cohésion a maintenant 2 ans d'existence, 1 an et demi, 2 ans d'existence. Nous sommes en train de lever et de structurer les premiers fonds d'investissement. Une petite précision qui est somme toute d'importance, c'est que si on veut qu'un modèle mathématique fonctionne, on ne peut plus être dans la gestion du décès, dans la pyramide des âges d'un décès, mais on est obligé de mutualiser, sans quoi effectivement j'ai de la mutualisation des principes financiers, et donc chaque fonds d'investissement constitue la somme de 100 millions d'euros, de manière à acquérir de l'ordre de 400 à 500 biens, et à partir du moment où on est sur une table de mortalité qui s'applique, eh bien il y a une mutualisation qui joue, il y a une courbe des décès que l'on connaît bien, et donc il y a une remontée de cash flow pour les investisseurs. Donc aujourd'hui on a structuré déjà 3 fonds d'investissement à hauteur de 100 millions, et on est sur une réponse à je dirais pas un marché, parce qu'en termes de besoins sociétal, les retraités l'ont exprimé depuis longtemps, ce désir de mieux vivre à domicile, même s'ils ne sont plus propriétaires de leurs biens, mais d'un autre côté, de rendre ça attractif pour les fonds d'investissement. Donc on est dans cette structuration. On pourra peut-être poser la question peut-être du rendement, tout simplement, de ce type de fonds. Je passe la parole à Mathias Matala. Vous êtes donc président de Jalma. Quel est votre regard, justement, ce regard peut-être croisé sur toutes ces questions-là? En fait, moi je ne vais pas parler de mon activité. Je vais donner simplement le sentiment que j'ai là-dessus. Je crois que j'ai vu que la ligne d'horizon qui avait été fixée dans la feuille de route pour la table ronde, c'est 10 ans. Enfin, qu'on soit à 10, 20 ou 30 ans, je crois que on va être confronté à quelque chose qui est à peu près unique depuis les Sumériens, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, c'est qu'en 30 ans, dans les 10, 20, 30 prochaines années, l'humanité va vieillir plus vite qu'elle a vieilli en 10 000 ans avant. Je crois que c'est le... Donc effectivement, on va avoir une explosion du nombre de personnes âgées, inactives, puisque effectivement les mécanismes de retraite font qu'elles partent, même si on retarde, on va en reparler, l'âge de la retraite, elles partent et elles arrêtent de travailler. Alors, le questionnement qu'on peut avoir, c'est est-ce que cette espèce de choc démographique, quand même à peu près sans précédent, est-ce que les régimes sociaux, est-ce que le modèle social, si on prend celui de notre pays, est-ce que le modèle social français peut survivre à un choc pareil? La grande question, elle est là. Alors, il y a des éléments de réponse. Comme toujours, le catastrophisme n'est pas de mise. Mais je vais prendre un exemple concret pour montrer les limites du modèle social tel qu'il fonctionne actuellement. Bon, quand on a 75 ans aujourd'hui, on a 50% de probabilité d'être en ALD, donc on a très affection de longue durée, oui, donc on a d'être malade chronique, donc on a des régimes sociaux qui effectivement nous prennent exceptionnellement bien en charge. On va encore vivre très longtemps, on paye très peu de cotisations et on a un taux d'épargne de 28%.
Ce qui veut dire que le modèle social qu'on a créé depuis 1945, aujourd'hui, conduit indirectement à financer l'épargne des personnes très âgées, qui concentrent l'essentiel de l'épargne en France. Hein. Le mécanisme d'épargne, il faut le rappeler, je crois que le Crédoc le montre bien, l'épargne, ce n'est pas un phénomène d'actif, c'est un phénomène d'inactif. Hein. C'est les retraités qui épargnent. C'est pas à 50 ans, on épargne 1% de son revenu, à 75 ans, on épargne 28%. Je crois que c'est un chiffre qui est quand même très éclairant. Hein. Donc finalement, c'est les enfants et les petits-enfants, soit au travers de leur cotisation, soit au travers du remboursement qu'elles feront un jour de la dette publique, si tant est qu'on la rembourse, qui financent l'épargne des parents. Donc on voit qu'on est sur un système, finalement, où aujourd'hui, les mécanismes de répartition qu'on a mis en place depuis 1945, et qui ont permis, effectivement, de sortir les inactifs, les retraités de la pauvreté, sont des systèmes qui, dans la logique, c'est un peu inversé, qui sont devenus un peu fous, puisqu'ils conduisent finalement à une démarche inverse, qui conduit à une démarche où finalement les populations inactives pompent une partie de plus en plus importante des ressources collectives. Hein, et on voit très bien qu'on a du mal à en sortir parce que leur poids électoral augmente, parce que le nombre de retraités augmente, qu'effectivement ils votent, et que donc les réformes sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Donc est-ce que ça peut continuer comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut effectivement, à travers des mécanismes de retraite par répartition, qui sont à la fois les retraites en direct, les systèmes de santé, qui sont in fine des régimes de retraite par répartition qui ne disent pas leur nom, est-ce qu'on peut continuer à imaginer effectivement des mécanismes de transfert aussi massifs, hein, et aussi finalement asymétriques entre les actifs et les inactifs? Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui du vieillissement, c'est que on se rend compte effectivement que les mécanismes finalement du modèle social n'ont pas intégré, hein, cette espèce de montée absolument foudroyante, et que finalement les mécanismes qui étaient vertueux à l'origine, qui avaient une bonne intention, sont devenus effectivement extrêmement pervers. Alors là-dessus, il y a différentes solutions. Là, on parle de l'allongement de la durée d'activité. Bon, c'est vrai que je crois que c'est Peter Drucker qui disait que si le président Roosevelt avait mis en place la retraite, l'âge légal de la retraite aux États-Unis en 1996 au lieu de le mettre en place en 1936, il l'aurait mis à 79 ans et pas à 65. Donc on peut imaginer effectivement un allongement de la durée d'activité qui fait que la durée d'inactivité se rétrécit et que donc le problème se règle. Ni le monde du travail n'y est prêt, ni sans doute même le progrès technique, puisque on a dit beaucoup ce matin, j'ai entendu ça effectivement, que les gens vivaient plus longtemps en bonne santé, mais visiblement là, ils vivent en bonne santé physiquement. Le physique, et quelque part, la recherche a eu des résultats plus favorables que sur le cerveau, puisqu'effectivement, le déclin de la capacité de réfléchir est encore plus rapide que le déclin de la capacité à courir ou à voyager. Donc il y a un phénomène, non mais c'est vrai, on peut toujours raconter que les gens vont travailler jusqu'à 80 ans. Bon, c'est vrai que Churchill, on en parlait à midi, malgré son taux d'alcoolisme tout à fait important, travaillait encore à 80 ans. Je connais aussi des exemples de gens qui le font, mais enfin ça reste quand même des exceptions. Hein. Donc, puis après, le marché du travail n'est pas prêt. On ne peut pas dire qu'on va allonger l'âge de retraite jusqu'à 67 ou à 70 ans, alors que les entreprises font partir les gens à 58. Donc on se rend bien compte que cet allongement de la durée d'activité pour régler ces problématiques, ce n'est pas une solution, on va dire, triviale. Enfin, ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. En plus, ça fait sortir les jeunes dans les rues qui disent mais si les vieux travaillent plus longtemps, on n'aura pas de boulot. Donc en fait, c'est compliqué. Donc c'est mauvais pour la solidarité entre les générations. Après, on peut toujours imaginer aussi, effectivement, on voit bien au travers des mécanismes sociaux qu'il y a sans doute aujourd'hui des transferts, parce qu'on parle de retraités qui ont des petits niveaux de revenus. Moi, je pense que là aussi, c'est encore un peu du misérabilisme, un peu d'après-guerre. On est toujours sur un schéma où vieillesse égale pauvreté. C'est pas vrai. Les statistiques macroéconomiques montrent bien que les retraités aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, il n'y a aucune critique, vous voyez aucune critique dans mon propos, ont des niveaux de revenus qui, si on additionne les pensions et les revenus financiers, de l'épargne, et puis le fait qu'ils sont propriétaires, le fait qu'ils n'ont plus de personnes à charge, enfin que les foyers sont effectivement beaucoup plus réduits. Lorsqu'on regarde froidement et objectivement la situation des retraités, ils sont aussi riches que les actifs. Donc, je pense, je crois qu'on ne peut pas le contester. Donc, ce serait équitable déjà, effectivement, qu'ils payent autant de CSG, autant d'impôts que les actifs. Donc, on peut imaginer aussi de leur demander de faire des efforts. Mais on voit bien, et cela étant, les sujets sont quand même extraordinairement tabous, parce qu'on voit que le fait de réformer les ALD, de demander aux personnes âgées, effectivement, de payer un peu plus de CSG, on voit que c'est des sujets qui, visiblement,
provoque des migraines ophtalmiques terribles dans le cerveau des politiques, et qu'on a du mal à avancer, mais aussi parce qu'effectivement, la déformation démographique fait qu'il y a une déformation aussi de la structure de pouvoir dans les sociétés, puisque le poids des retraités est de plus en plus lourd sur le plan électoral. En plus, ils votent plus que les jeunes, donc en proportion quand on regarde les chiffres. Voilà, donc je pense que on est sur une logique qui est une logique plus socio-économique. Est-ce que le modèle social peut résister à ça? Est-ce qu'il saura se réformer à temps? Ou est-ce qu'il explosera en route? Et puis effectivement, après, on peut avoir plein d'autres débats, mais la question de savoir est-ce que les cités vieillissantes sont condamnées, une partie de la réponse est là-dedans. On reviendra évidemment aussi sur les questions de fiscalité, de savoir s'il faut aussi adapter les tâches à l'âge, et puis sur tous les débats, je crois qu'il y a des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec vous sur certaines questions. Je passe la parole à Jean-Michel Laxalt, j'espère ne pas écorcher votre nom. Donc vous êtes président de l'Institut Montparnasse. Quel est votre point de vue? Oui, alors, j'ai dit que c'était une structure naissante, et ici et maintenant, je suis président de l'Institut Montparnasse. Je ne vais pas cacher que jusqu'à une période très récente, j'avais des responsabilités mutualistes qui sont assez connues. À la MGEN, on ne va pas le dire. Aussi, oui, la MGEN, mais aussi la présidence de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Je vais donner un petit témoignage tout à l'heure. Alors, mon état d'esprit, je m'inscris plus dans les sociétés de longévité que dans les sociétés vieillissantes. Dans mon esprit, c'est plus un progrès qu'une décadence. Enfin, le mérite d'un titre, c'est déjà de permettre de le discuter. Ceci dit, c'est la rançon d'un progrès que de constater cet allongement de la longévité. Ce progrès, il y a sans doute la part des facteurs individuels, innés ou acquis, et puis la part du cadre collectif, des politiques publiques et de la protection sociale. Je ne vais pas trop avancer sur le terrain, mais selon que l'on joue plus sur les facteurs individuels et collectifs, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. En tout cas, je voudrais dire, et sans rentrer dans ces analyses-là, les sociétés de longévité, dites vieillissantes, moi je souhaite qu'elles ne soient pas figées sur une nostalgie d'un âge d'or derrière nous, mais qu'elles demeurent tournées vers l'avenir, qu'elles aient l'énergie du futur. Et par exemple, la part dans de telles sociétés de l'investissement et de l'épargne est un bon indicateur sur l'état d'esprit même des sociétés. Alors, moi ici, dans ce débat, je serai porteur de la proposition et de la réponse de solidarité. D'une part, parce que la solidarité structure les sociétés de façon très sommaire. Plus ou moins de sociétés, ça peut être une société antagoniste, ou bien une société plutôt duale, les uns trouvant réponse dans l'assurance, les autres étant réduits à l'assistance. Mais ce n'est pas qu'un sujet un peu philo-social, la solidarité. Je voudrais aussi dire tout de suite, mais en très peu de temps, que les organismes ou les systèmes de solidarité procurent un retour sur l'économie même du pays. C'est ce qu'on ne dit que trop peu, voire jamais. Et puisque Madame ma voisine et Monsieur, ici mon voisin, travaillent pas mal sur les dépenses de santé, pour ne prendre que la couverture par la sécurité sociale, l'assurance maladie, elle garantit plus de 2 millions d'emplois. Elle assure donc le revenu ou la rémunération de personnes qui sont des fonctionnaires hospitaliers, mais qui sont aussi des professionnels libéraux. C'est donc de l'emploi, c'est du pouvoir d'achat, c'est de l'investissement physique, les constructions, restructurations d'hôpitaux, de cliniques, les équipements technologiques modernes, innovants. Tout ceci, nous ne l'aurions pas au même niveau s'il n'y avait pas la sécurité sociale. Et donc, portant la réponse de solidarité, je voudrais tout de suite nous mettre en garde contre une vision un peu rapide. La solidarité, ça coûte et c'est une charge. Il faudra bien faire un jour le rapport entre les points de PIB en cotisation et les points de PIB en retour de l'économie. Quelques-uns s'y sont lancés il y a quelques années, mais de façon un peu partielle. Donc la solidarité, pas simplement parce que c'est une belle philosophie, mais parce qu'elle est agissante pour les individus et bienfaisante pour la collectivité. Alors, la réponse de type protection sociale a l'avantage de faire converger les intérêts réciproques, puisque
jeunes, moins jeunes et plus âgés, voire vieux, sont dans le même système, avec une solidarité intergénérationnelle, les actifs, les inactifs, ou en tout cas les retraités, tout ceci, c'est une dynamique qui est solidaire, sociale et économique. Je voulais souligner ceci. Alors, dans notre débat, l'une des interrogations, là je poursuis un peu ce qu'a dit Mathias Matala, peut-être pas dans le même sens, l'une des questions c'est, va-t-on revenir à une société de seniorité, puisqu'on dit comme ça maintenant, hein, de seniorité pauvre? Ça a été une réalité. On peut dire ce que vous dites aujourd'hui, mais bien des indications nous feront penser que, ne serait-ce que parce que l'horizon des retraites, qui pour une part reflèteront des carrières professionnelles heurtées, partielles, incomplètes, et d'autre part les mécanismes de réajustement, vont faire que nous allons quitter le haut de la vague sur laquelle nous surfons, surtout ceux qui, comme moi, sont dans la génération des bébés-boom. La vague retombe. Peut-être que les questions d'équilibre intergénérationnel et de solidarité économique vont se poser dans des termes différents, radicalement différents, je ne sais pas, mais en tout cas dans des termes différents. Alors, on va avoir une réponse assez rapide, puisque le débat de la dépendance est dans l'agenda politique et que d'ici 8-10 mois, on devrait avoir la réponse. Moi, je voudrais témoigner de ce que peut être une réponse de solidarité à travers ce que la mutuelle dont j'étais responsable, qui s'appelle la MGN, a mis en place à partir de cette année. La notion de dépendance. D'abord, je ne détaille pas tout, hein, d'abord, la MGN l'inclut dans la complémentaire santé. Donc, ce n'est pas une garantie à part avec une cotisation à part, c'est une conception de prise en charge des événements de la vie à tous les âges de la vie. Et deuxièmement, cette notion de dépendance, la MGN ne l'a pas voulu cibler vers les vieux, comme pour les stigmatiser, comme ça qui va coûter cher, mais a mis en place une articulation entre des situations de dépendance qui sont plus temporaires. Pour les moins de 65 ans, c'est quoi? C'est lorsqu'on a un traitement lourd d'un cancer, c'est lorsqu'on a eu un AVC, c'est lorsqu'on a eu un accident de moto et on peut se trouver pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois dépendant et avec surcharge de frais. Enfin, donc une notion que la MGN appelle une prestation temporaire, une perte temporaire d'autonomie pour les moins de 65 ans et une dépendance un peu plus classique pour les plus de 65 ans, rente, aide et services. Donc, c'est une façon de ne pas stigmatiser la vieillesse comme présentant une charge nouvelle et donc nécessitant un risque nouveau présenté à la collectivité comme une dépense supplémentaire occasionnée du fait des sociétés vieillissantes. Et là, donc, on comprend que donc, la solidarité peut aussi créer de la croissance. Brigitte Dormont, je vous passe la parole. Vous êtes donc professeure à l'université Paris-Dauphine. Voilà, tout simplement, je vous laisse la parole. Merci. Grâce à Mathias Matala, la table se corse. Oui, en entendant les débats de ce matin et en voyant le thème du forum, on voit bien qu'il y a plusieurs éléments de dépenses qui ressortent de la protection sociale ou de l'assurance, qui sont donc les retraites, la prise en charge de la dépendance et la santé, et que tout ceci, ce sont des enveloppes qui sont appelées, des dépenses qui sont appelées à se développer assez rapidement et qui vont poser un certain nombre de questions en matière d'organisation et de financement. Alors, ce qui me frappe dans les débats que nous avons eus, c'est un thème qui apparaît, qui ressort de manière transversale, c'est le thème de l'arbitrage entre l'obligatoire et le facultatif. Donc là, je crois que c'est un point très important. Et avec ça, l'intervention de Mathias suggère bien que l'obligatoire, ça va conduire à des prélèvements intolérables, qui peuvent être jugés intolérables, et au fait que certaines catégories de la population, donc les personnes âgées, vont pomper sur les revenus des actifs avec un niveau de dépenses... vont pomper avec une intensité difficile à soutenir longtemps, pour lequel il n'y aura pas de consensus.
Alors, y a-t-il réellement un choc démographique ? Donc là-dessus, je ne suis pas démographe, mais mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de choc. Il y a une évolution continuelle depuis plusieurs siècles, depuis en gros le milieu du XVIIIe siècle. En fait, ce que me disait un collègue démographe, c'est que depuis qu'on mesure l'espérance de vie, elle n'arrête pas de progresser. Donc depuis 1750, l'espérance de vie n'arrête pas de progresser de manière continue. Il n'y a pas véritablement de choc. Et dans la littérature économique sur la relation entre vieillissement et dépenses de santé, il y a un papier d'un Canadien dont le titre était « Avalanche ou glacier ». Et ça, je trouvais c'est une très bonne expression. Et donc, ce n'est pas du tout une avalanche, c'est un glacier. C'est-à-dire que le vieillissement, c'est un processus continu qu'on voit bien venir. Et donc, je trouve que de dire qu'il y a un choc démographique et la situation est inédite et comment allons-nous faire, ça ne me paraît pas... en accord avec la réalité, du moins telle que je l'aperçois, telle que je la ressens. Alors les dépenses de santé, par exemple, vont progresser, et comment financer ? Et est-ce que c'est un problème ? Alors sur le vieillissement, donc j'étais intervenue ce matin pour parler de la relation entre vieillissement et dépenses de santé, et ce que j'ai essayé de démontrer, c'était qu'en matière de rythme de croissance, le vieillissement avait finalement assez peu d'influence, avait certes une influence positive, mais assez faible comparée à d'autres déterminants, sur la croissance des dépenses de santé. Donc de ce fait, moi j'ai tendance à conclure que le vieillissement de la population n'est pas véritablement un problème en matière de rythme de croissance des dépenses de santé. Alors pourquoi on s'agite sur le vieillissement ? Donc je crois qu'on s'agite en matière de dépenses de santé pour une raison qui est un vrai problème, mais qui n'est pas une raison en rapport avec le rythme de croissance, qui est une raison en termes de niveau. C'est-à-dire que quand nous avons par exemple des complémentaires santé qui sont différents organismes qui interviennent simultanément sur le marché de la complémentaire santé et que ces complémentaires ont des structures par âge de leurs affiliés différentes, là il y a véritablement un problème de vieillissement pour les complémentaires qui ont une plus grande proportion de personnes âgées dans leurs affiliés. Donc, s'il y a problème, et si je crois il y a tant d'agitation et tant de discussions et de débats sur cette question, c'est pour une raison qui n'est pas en rapport directement, enfin, à mon sentiment, avec la croissance des dépenses de santé, mais plus en rapport avec une question de régulation, une question d'organisation du secteur par exemple, pour la santé, de la complémentaire santé. Et donc la question du vieillissement, pour moi, c'est dans la dimension transversale et non dans la dimension de la progression temporelle, une question de problème de concurrence entre organismes. Et c'est une question qui peut recevoir une ou plusieurs solutions ou sa solution. Donc à mon avis, c'est comme ça qu'il faut replacer la question. Alors maintenant, tournons-nous vers... moi, je me sens toujours très... je trouve très intéressant les questions que vous posez parce qu'au moins ça pose les vraies questions. Donc je pense qu'il faut dire ce que vous avez dit pour qu'on puisse nous répondre ce qu'on a envie de répondre. Donc c'est bien de l'avoir dit. Moi je trouve que c'est bien de l'avoir dit. Donc la question que vous posez, c'est une question d'équité. C'est-à-dire est-ce que c'est normal que les jeunes bien portants paient pour les vieux malades, et puis on va dire, est-ce que c'est normal ? Alors il y a un économiste suisse qui est très provocateur, qui s'appelle Peter Zweifel, qui a écrit un papier en disant qu'il ne fallait surtout pas que les primes d'assurance maladie soient régulées comme devant être indépendantes du risque. Il faut qu'elles soient ajustées au risque, parce que le principal problème, c'est que le pauvre bien portant paye pour le riche malade, et ça c'est une véritable inéquité. Donc ce débat existe entre économistes, et je crois qu'effectivement il faut le regarder en face. Alors bon, quelques réflexions sur cette question. Moi je pense que les questions d'équité, donc elles se posent en France pour l'instant, elles se posent plutôt sur la question de l'équité verticale entre haut et bas revenus, c'est-à-dire est-ce que les gens qui ont un faible niveau de ressources ont un accès égal à l'assurance maladie et aux soins égal aux revenus. Et pour l'instant, je pense qu'on peut avoir un diagnostic assez positif sur le système français, mais en revanche, nous sommes nombreux à avoir un pronostic très pessimiste. C'est-à-dire que si on laisse en l'état la régulation actuelle, je pense que, compte tenu du fait
qu'il y a une possibilité de segmenter les contrats pour les organismes d'assurance. Il y a une possibilité d'ajuster les contrats d'assurance complémentaire à des cibles particulières, et ceci conduit de facto à des niveaux de primes et à des niveaux d'assurance très différents en fonction des publics, et du coup à une explosion du coût de l'assurance pour les personnes âgées. Donc je crois qu'il y a un vrai problème. Les personnes âgées est modeste. Et déjà actuellement, on a mesuré qu'il y avait un taux d'effort, c'est un pourcentage du revenu consacré à l'achat d'une assurance complémentaire qui pouvait représenter 8% du revenu pour les personnes du premier décile qui sont au-dessus du niveau de la CMUC. Et donc pour ces personnes, je pense qu'il y a véritablement un problème d'équité, un risque de renoncement à l'assurance et un risque de renoncement aux soins, de renoncement à l'assurance complémentaire et un risque associé de renoncement aux soins. Il y a un chiffre de 30% de renoncement aux soins chez les personnes qui n'ont pas de complémentaire. Donc là, à mon avis, il y a un véritable problème d'équité entre haut et bas revenus. Alors, est-ce qu'il peut être... un problème d'organisation, donc clairement, et de régulation. Je pourrais y revenir si les gens veulent plus. Mais, alors, je voudrais maintenant venir à l'âge. Est-ce qu'il y a un problème d'équité entre jeunes et vieux? Donc là-dessus, les dépenses de santé des personnes âgées sont plus élevées en moyenne que celles des jeunes. Ça, on l'a vu ce matin. Est-ce qu'on améliorerait... Alors, est-ce que changer l'assurance, faire payer des primes plus élevées pour les personnes âgées, c'est pertinent? Donc là, ça rejoint le problème des niveaux de revenus tels que je l'évoquais tout à l'heure. Et les solutions qui sont souvent proposées dans les discussions sur les questions d'assurance, c'est soit d'ajuster à l'âge, soit de même créer des comptes individuels de santé, une sorte d'épargne individuelle pour financer ces dépenses de santé. Et donc là, il n'y a plus du tout de solidarité, c'est-à-dire que les personnes sont autonomisées dans un compte individuel de santé. Donc là-dessus, je voudrais juste donner un élément qui, à mon avis, à mes yeux, clôt le débat, c'est la caractéristique des dépenses de santé. Donc il faut vraiment avoir en tête que la distribution des dépenses de santé est extrêmement concentrée, c'est-à-dire que 5% des assurés dépensent 50% des dépenses de santé. Et ce ne sont pas toujours les mêmes. Alors, oui. Non, mais justement, ça montre bien que faire des comptes individuels, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'individus qui ne seront jamais dans les 5%. Donc il faut absolument mutualiser à large échelle. Et ça montre bien que pour des comptes individuels, pour d'autres, en revanche, il y aurait une impossibilité de solvabilité, quel que soit le niveau de revenu. Donc la concentration des dépenses de santé, à mon avis, impose une solidarité à large échelle. Je vous laisserai juste intervenir dès qu'on aura terminé pour qu'on puisse justement débattre. Donc, je vous laisserai la parole tout à l'heure. Voilà, je passe la parole à votre voisine. Alors, moi, je veux dire que je comprends tout à fait le pessimisme absolument fondamental, transcendantal de M. Laxat quand on voit le titre que Jean-Hervé Lorenzi nous a donné. Les sociétés vieillissantes sont-elles condamnées? Il aurait pu dire, je ne sais pas, les sociétés vieillissantes, un défi fabuleux pour l'avenir, ou les sociétés vieillissantes ont-elles un avenir difficile ou autre, mais condamnées. Alors moi je comprends, vous êtes entré totalement en droit fil dans le titre de cette journée. Mais ce qu'on voit d'après les autres interventions, des autres intervenants dans cette table ronde, c'est que ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est qu'on cherche une solution. L'Agirc Arrco a trouvé une solution pour la crise actuelle que l'on connaît du régime des retraites. Vous nous l'avez dit très bien. Monsieur Guillaume trouve aussi une autre solution pour l'épargne, pour mobiliser l'épargne des personnes âgées. Ça veut dire qu'on trouve toujours une solution et qu'on ne peut pas être aussi pessimiste que vous. Quelle image vous donnez à la jeunesse à qui on dit 1 sur 2 d'entre vous va vivre jusqu'à 100 ans? Comment croyez-vous qu'ils vont prendre la vie là maintenant? C'est horrible, je suis d'accord. Une fois que le constat est fait, après il y a la question de l'équité, effectivement. Je ne trouve pas du tout que ce soit horrible. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison de considérer cette variable de l'âge de façon prioritaire. C'est vrai que la population avance en âge. C'est évident à cause de l'élévation de la durée de la vie qui est un privilège de nos nations occidentalisées. Mais si on fait la promotion de la santé, si la population qui avance en âge est en bonne santé et active, il n'y a aucune raison de voir, même sur le plan économique, un avenir noir à nos sociétés. Et pour ça, il faut que la population soit, 1, en bonne santé, 2, qu'elle soit active. Et je ne partage pas votre pessimisme quand vous dites qu'il faudrait allonger la durée du travail, ce que je crois profondément, mais le milieu du travail n'y est pas prêt.
Mais ça, on s'en fout que le milieu du travail ne soit pas prêt. Il faudra bien qu'il s'y résolve un jour. Parce que c'est la seule solution pour que les sociétés qui avancent en âge, je dirais même pas vieillissantes, puissent vivre de façon normale dans nos sociétés actuelles. Et tout est possible. Si on commence par dire c'est impossible, on ne peut pas faire travailler les vieux, et d'ailleurs cette notion de vieux même n'a plus de réalité. On a un âge qui progresse, c'est vrai, mais on n'est pas vieux à 60 ans, on n'est pas vieux à 70 ans, et moi je pense que la majorité des gens pourraient, s'ils le souhaitaient, mais ça pose le problème des conditions de travail, qui est un problème probablement majeur en France. Pour que les gens travaillent plus longtemps, il faut que le milieu de travail le permette, mais aussi il faut que les gens aient envie de travailler dans ce milieu de travail. Et quand on voit ce que nous disent la majorité des gens qui sont accablés par le stress, accablés par les conditions de travail, c'est bien évidemment pas pour eux un avenir tellement favorable de se disposer à travailler plus longtemps. Je reprends sur la santé. La majorité des maladies qui peuvent conduire à un certain degré de dépendance sont des maladies que l'on peut éviter grâce à la prévention. La majorité. Alors, ce n'est pas 100%, ça ne veut pas dire qu'on va éviter 100% des maladies, mais cette majorité de maladies peut être... Il n'y a qu'à prendre les moyens de mobiliser cette prévention. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus en bonne santé, il faudra améliorer encore la prévention et la diminution des maladies invalidantes. Quand on parle de dépendance, la dépendance est absolument catastrophique, il y a 1,2 million de dépendants, 21 milliards de coûts. 1,2 million, ça veut dire que 7% seulement de la population de plus de 60 ans est dépendante et atteinte d'une maladie invalidante. 7%. Ça veut dire que 93% de la population n'est pas dépendante, de plus de 60 ans. Alors c'est vrai que ça augmente avec l'âge, mais c'est véritablement le très très grand âge, à plus de 90 ans, qui pose des problèmes de pourcentage. 42% de la population, et ça c'est l'ensemble de la population. Si vous regardez les hommes, ces chefs-d'œuvre fragiles que sont les hommes, ceux qui restent, grâce au ciel à côté de nous, alors eux, ils sont formidables. À plus de 90 ans, 30% seulement de la population est dépendante. Si vous vivez jusqu'à 100 ans, 70% des hommes ne seront pas dépendants. Donc ça doit donner une autre idée de la dépendance. Alors bien sûr, il faut trouver les 21 milliards à l'heure actuelle. Et se pose le problème du 5e risque. Et je suis tout à fait d'accord avec Brigitte Dormand que autant pour l'assurance maladie que pour l'assurance dépendance, on ne peut pas faire de système en dehors de la solidarité. Parce qu'il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres. Donc, à l'heure actuelle, il y a de grandes discussions. Ce matin, j'étais aussi à un colloque sur le 5e risque. Je pense qu'on arrivera à trouver des solutions, mais on n'échappera pas à cette solidarité. Et c'est important, et c'est ce qui fait l'humanisme et la qualité de nos sociétés. Un dernier mot sur ce que vous disiez sur la diminution des fonctions cognitives. La réponse est non. Il y a des maladies d'Alzheimer, ça c'est vrai. Mais là aussi, c'est 5% de la population. Ça fait quand même 800 000 personnes. Mais la majorité des personnes vieillissent sans altération cognitive. On a un fonctionnement cognitif qui est différent. Au fur et à mesure que l'âge avance, ça c'est vrai, on a moins de temps de réaction rapide, mais on a des capacités de raisonnement qui sont bien supérieures aux jeunes, même si c'est un jeune inspecteur des finances. Donc, ils apprécieront. Alors, peut-être surtout si c'est un jeune inspecteur des finances. Donc repenser si vous voulez, la prévention. La majorité des gens ont des fonctions cognitives qui leur permettent de vivre absolument normalement jusqu'à la fin de leur jour et qui leur permettraient de travailler. Ce n'est pas la diminution des fonctions cognitives qui empêche de travailler. C'est le système de travail qui, malheureusement, exclut, et Anne-Marie va nous en dire certainement un peu plus, exclut les seniors, c'est-à-dire les plus de 50 ans. Ce n'est même pas les gens de 70 ans. Donc adapter le travail, repenser la solidarité, repenser la prévention aussi, c'est un petit peu donc les... Je pense à la prévention, je pense à la solidarité, je pense au fait qu'il faut travailler davantage et qu'en plus, cerise sur le gâteau, on a un nombre qui devient de plus en plus important d'études médicales, scientifiques, qui paraissent pas dans les revues d'économie, mais qui paraissent dans les revues médicales, qui montrent que lorsque l'on prolonge son activité intellectuelle et lorsque l'on prolonge son activité professionnelle, on a un retard d'apparition même de la maladie d'Alzheimer. Je donne la parole à votre voisine, justement. Bien, moi je vais continuer sur cette veine plus optimiste que... pour moi, le vieillissement, ce n'est pas une catastrophe fatale, mais c'est une opportunité à saisir
pour bâtir une société pour tous les âges. Et ça, c'est quelque chose que j'observe, parce qu'il faut que je dise d'où je parle. Bon, je suis sociologue, je l'ai dit, mais mes travaux portent sur les comparaisons internationales des politiques publiques. Et donc, dans ces travaux, dernier livre, celui-là, Les défis du vieillissement, il apparaît qu'il y a des sociétés qui savent mieux que d'autres gérer ce vieillissement et cette longévité. Donc j'ai essayé de comprendre ce qu'elles ont fait pour parvenir à une meilleure gestion, et parfois avec ce qu'on nous a dit être des chocs démographiques, qui dans le cas du Japon sont beaucoup plus proches du choc que chez nous, où ça fait quand même très longtemps qu'on le voit venir, ce vieillissement. Et puis chez nous, il y a quand même, en France, je dis, il y a quelque chose qu'on ne mentionne pas parce qu'on parle du vieillissement. Il n'y a pas que le vieillissement. Il y a notre baby-boom qui s'est transformé aujourd'hui en papy-boom et qui a été particulièrement long en France. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes de lissage de l'arrivée de ces cohortes nombreuses du baby-boom dans une situation où les moins âgés sont dans l'après-baby-boom et sont donc moins nombreux. Il ne faut quand même pas oublier cette réalité qui est une spécificité française, parce qu'on a eu un très long baby-boom. Au Japon, le baby-boom, c'est 2 ans. Donc évidemment, ça ne pose pas les mêmes problèmes, même s'ils ont une longévité grande et qu'ils vieillissent rapidement pour des raisons de taux de natalité extrêmement faible. Bien, donc pourquoi je pense qu'il y a une opportunité à saisir autour des questions de vieillissement? Eh bien, c'est parce que le problème du vieillissement, il me semble extraordinairement mal posé quand on le concentre sur la réforme des retraites, le financement des frais de maladie, etc. Non, c'est d'abord l'allongement de la vie et le vieillissement posent d'abord un problème de distribution des temps sociaux sur le parcours de vie. C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus tard. Pas plus longtemps, mais plus tard. Les bornes se déplacent. Et on n'a pas déplacé les bornes en France, j'y reviendrai. La formation, c'est plus une formation courte. On a construit notre contrat entre les générations pour la retraite en 1945. C'était une courte formation, 50 ans de travail et une très brève retraite. Mais cette distribution, avec le passage à une société post-industrielle, cette distribution n'a plus cours. Et donc, bien sûr, il faut refonder notre contrat entre les générations sur une nouvelle base, qui est celle d'une nouvelle répartition des temps sociaux. Quelle est-elle, cette répartition des temps sociaux? Eh bien, une fluidité beaucoup plus grande entre les différents temps sociaux. On n'est plus dans une vie à 3 temps, formation, travail, retraite. On est dans une formation tout au long de la vie. On est dans l'apprentissage de métiers successifs dans une vie active, et on est dans une recherche de quel type de gestion il faut mettre en œuvre pour développer cette fluidité des parcours, ces possibilités d'aller et retour. Et quand on a dit ça, on s'aperçoit que la France est extraordinairement en retard sur toutes ces questions. Si vous regardez le Danemark, il y a une fluidité extraordinaire pour les jeunes de passer de la formation à l'emploi, retour à la formation, etc. Ils ont des aides, ils ont des politiques publiques, ce qui fait que les jeunes font formation et emploi en même temps. En France, c'est ou. On fait de la formation ou d'emploi. Même chose pour la fin de vie. On vient tout juste de lever les législations anti-cumul emploi-retraite, mais il ne suffit pas de lever ces interdits pour que le cumul emploi-retraite se déplace, surtout que ce cumul emploi-retraite est aujourd'hui réservé aux happy few, ceux qui ont pu garder un certain nombre de compétences rares, etc. Et que l'essentiel, il faut quand même rappeler que l'âge de sortie du marché du travail en France aujourd'hui est toujours 58 ans. Oui, depuis 2003, il n'a pas bougé. Il a augmenté de 0,9.
précisément. L'âge médian de liquidation de la retraite, dans le régime général, aujourd'hui, c'est 61 ans et demi. Donc, ça veut dire qu'on ne garde pas les gens en France jusqu'à la retraite. Ils sortent avant. Alors, vous ne me direz pas que ça, c'est un impératif. Si on veut gérer de façon nouvelle ces questions, il faut permettre de développer l'emploi des seniors comme l'emploi des juniors, parce que c'est la singularité française d'être vraiment mauvaise. La France est un pays qui est extrêmement mauvais en termes de performance, tant sur l'emploi des seniors que sur l'emploi des juniors. Et donc, si on veut améliorer le financement et réfléchir à saisir cette opportunité du vieillissement et de la longévité accrue, qui sont des progrès sociaux, et si on veut saisir cette opportunité, il faut essayer de bâtir une société pour tous les âges, avec de l'emploi pour les moins de 25 ans. On a un effort à faire absolument, et je suis tout à fait contre l'idée que vous évoquiez, qui était que l'emploi, que les seniors, s'ils restent au travail, prennent l'emploi des jeunes. Ça, c'est, je veux dire, au niveau européen, ça s'est avéré totalement faux. La démonstration a été faite. Non, il a dit que le débat arrivait là-dessus, Oui. que les jeunes disaient ça. Bon, malheureusement, non, mais pas seulement. Dans les comparaisons européennes, on voit très bien qu'il y a une corrélation, au contraire, entre un niveau élevé d'emploi des seniors et un niveau élevé d'emploi des juniors. Et que les pays qui ont, comme la France, opté pour 30 ans de sortie anticipée du marché du travail, n'ont pas pour autant créé d'emplois pour les jeunes. Au contraire, ils ont moins créé d'emplois que des pays comme la Suède qui ont opté pour justement agir pour un droit au travail à tout âge. Je me permets de vous couper pour qu'on puisse justement garder un petit peu de temps à la discussion. Après, je passe la parole donc à... Donc, juste une conclusion en un mot. Il ne faut pas oublier les politiques d'emploi et les politiques publiques de fluidification des parcours. Voilà. Donc, Jean-Michel Lasserie, vous êtes professeur. Oui, donc je reprends dans le titre que nous a donné Jean-Hervé Lorenzi, le côté regard croisé, parce que je ne suis pas un spécialiste du vieillissement, et donc je vais donner plutôt un regard externe. Alors, je voudrais faire 2 points. Un premier point, c'est sur... alors, je ne sais pas si c'est un choc ou si c'est une évolution très rapide. Enfin, c'est au moins une évolution très très rapide en termes effectivement de longévité que nous avons vu depuis 30 ans et que nous allons voir dans les 30 ans qui viennent. Moi, ce qui me frappe de façon externe, c'est que cette évolution très rapide, ou ce choc, va rencontrer au moins 2 ou 3 autres chocs complètement exogènes. À côté du vieillissement et de ses effets endogènes sur les retraites, sur l'équilibre, sur la solidarité intergénérationnelle, etc., il y a au moins donc 3 chocs exogènes. Alors, il y a un autre choc qui est un petit peu plus lent, qui est le changement climatique, mais à l'échelle de 30 ans, ça sera probablement sensible. C'est-à-dire que la société va non seulement, il va y avoir plus de longévité, mais en plus, le climat sera un petit peu différent. Et peut-être que des villes comme la ville de Nice, qui est une ville de retraite privilégiée, aura un climat qui sera plus du tout un climat pour les personnes âgées. Il va y avoir des changements. Mais enfin, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, sur 30 ans, on ne peut pas négliger le fait que le changement climatique va interagir avec la longévité de la population. Il y a une deuxième chose, hein, c'est que je ne connais pas les chiffres exactement, mais évidemment, le reste du monde n'est peut-être pas exactement dans la même situation. Il y a des pays émergents qui sont très très jeunes. Et donc, il va y avoir une disparité entre des sociétés comme la société japonaise ou les sociétés européennes et probablement certaines autres parties du monde qui vont se sentir beaucoup plus jeunes. Et puis, il y a une troisième chose aussi qui, je pense qu'on ne peut pas négliger du tout sur les 20-30 ans qui viennent,
et qui, à mon avis, va interagir, je pense que c'est assez évident avec le changement d'âge moyen, la déformation démographique, ce sont les nouvelles technologies. Et là, si vous pensez à ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, ou même dans les 20 dernières années, enfin, il y a 20 ans, on avait des balbutiements d'Internet, des balbutiements d'email, on n'avait pas Google. Un jour, on a vu Google apparaître. Maintenant, on voit Facebook, et Facebook, c'est 500 millions de personnes dans le monde. Dans 10 ans, imaginez ce que ça va être, et à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il finira bien par y avoir un Facebook pour les plus vieux. Il finira par y avoir tout un tas de choses de réalité augmentée qui changeront la vie, puisque bon, si grâce à toutes sortes de nouvelles technologies, on a une réalité augmentée qui permet de voir mieux si la vue baisse ou je ne sais trop quoi, enfin, ça va changer complètement la vieillesse, et la grande vieillesse et même la moyenne vieillesse. Donc je crois qu'on ne peut pas le négliger, et d'ailleurs ça prend deux formes. Ça prend la forme, au Japon apparemment, l'idée c'est vraiment de développer une robotique des gens âgés, c'est-à-dire de pallier complètement le phénomène de vieillissement physique en proposant toutes sortes de formes de robotique qui aident à pallier au vieillissement physique. Et puis ça prend une deuxième forme complètement différente qui est tout ce qu'on voit autour de la communication, d'Internet, etc. Donc je pense que ce choc-là, technologique, qui est quand même très rapide, va changer, va interagir avec ce vieillissement. Donc voilà. Et le deuxième point que je voulais faire, c'était un point complètement différent. C'est un point, au fond, où je partirais plutôt de mon expérience personnelle pour parler de la longévité, parce qu'on a dit vieillissement, et quelqu'un a dit, ou plusieurs personnes ont dit, non, on ne va pas parler de vieillissement, on va parler de longévité. Pourquoi est-ce que Jean-Hervé Lorenzi nous a dit ce titre vieillissant, etc. Bon, sûrement pour nous provoquer à dire le contraire. Pourquoi on ne dirait pas des sociétés rajeunissantes? Alors pourquoi rajeunissantes? Parce que, bon, d'une certaine manière, il y a un moment dans la vie, c'est pour ça que je vous dis que c'est expérience personnelle, il y a un moment dans la vie où on se dit, on commence à raisonner à partir de la fin. C'est-à-dire la fin, on ne la connaît pas, mais enfin bon, une petite approximation. Et on se dit, bon, grosso modo, je vais être lucide pendant 10 ans. Qu'est-ce que je fais pendant les 10 ans qui restent? Et donc, d'une certaine manière, il y a consciemment, inconsciemment, et puis peut-être aussi les entreprises raisonnent comme ça, elles se disent, bon tiens, il n'a plus que 10 ans de lucidité, donc on ne va pas lui payer une formation. Donc il y a aussi ce problème-là. C'est pour ça que les entreprises ont des difficultés avec les seniors, c'est qu'effectivement, peut-être elles sous-estiment la durée de potentiel, effectivement, de quelqu'un avant de lui offrir une formation. Et donc, mais enfin, bon, peu à peu, ça va sûrement rentrer dans les mœurs. Et quelque part, donc, on peut aussi raisonner à partir de la fin, parce qu'on peut se dire, bon, effectivement, on commence vraiment à avoir des grosses dépenses de santé dans les 20 dernières années. Mais si les 20 dernières années, ça commence à 90 ans, bon, bah, ok, ça fait pas mal de temps avant. Et du coup, je trouve que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes qu'avant. Quand on a 20 ans, quand on avait 20 ans avant, si la vie professionnelle se terminait à 55 ans, à 20 ans, on pouvait se dire, bon, j'ai 10 ans à faire ceci, puis ensuite je ferai cela. Enfin, les temps de vie dont vous parliez s'enchaînaient très vite, ils étaient relativement courts, et il n'était pas question de fluidité, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'âge dans la vie, et donc il fallait, si on avait envie de faire un certain nombre de choses, on n'avait pas tant de temps que ça. Maintenant, quand on a 20 ans, on peut se dire qu'on sera lucide, productif, attentif, je ne sais pas, jusqu'à 70 ans ou 80. Ça fait du temps pour beaucoup de choses. Et non seulement, d'ailleurs, non seulement pour la vie intellectuelle, dont effectivement je pense qu'elle doit continuer si elle est entretenue par la société et par tout ce qui se passe autour de vous. Je crois pas qu'il y ait ce vieillissement. Mais en plus, même des choses aussi fondamentales que la procréation changent. C'est-à-dire que la procréation, qui était vraiment extrêmement dangereuse après 35 ans pour les femmes il y a 50 ans, maintenant peut continuer encore plusieurs années. Donc
Donc il y a vraiment, même en profondeur et même physiquement, donc une transformation qui fait que les temps de vie s'allongent et que donc il y a un problème non seulement des seniors, mais un problème des juniors, parce qu'on n'a pas repensé le problème des jeunes face justement au fait qu'ils peuvent se dire à 20 ans, voilà, j'ai 60 ans de vie professionnelle devant moi, plutôt de façon optimiste. Hein. Je ne pense pas qu'à 20 ans, on pense tout de suite à l'âge de la retraite, mais on peut penser à tous les projets qu'on va pouvoir aligner dans sa vie. Voilà. Donc, je voulais donc dire que je propose à Jean-Hervé Lorenzi de mettre le titre « Problème des sociétés rajeunissantes ». Il interviendra tout à l'heure, Jean-Hervé Lorenzi, juste à la fin de cette table ronde. Peut-être on va pouvoir poser la question de la solidarité, on va pouvoir poser la question d'adapter les tâches à l'âge, mais peut-être est-ce que Monsieur Matala, vous pouvez peut-être répondre, puisque tout à l'heure vous vouliez prendre la parole. Oui, non, je vais répondre à Brigitte, mais je pense qu'on dit souvent, notamment, hein, mais à vous aussi, hein, donc, je pense qu'on dit souvent des choses qui ne sont pas très différentes, mais avec une sémantique différente. Bon, choc démographique, il y a choc démographique, et il y a surtout choc démographique parce qu'on a une augmentation exponentielle du nombre de personnes âgées inactives. C'est-à-dire que c'est ça la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, le choc démographique, c'est un choc qui est indissociable du choc finalement de rapport entre générations que ça crée. Donc ça, c'est le premier point. Donc après, on peut toujours se débattre, savoir si c'est un choc, un semi-choc, ou une grosse secousse, ou un glacier, ou un truc. Mais enfin bon, c'est un gros mouvement, on va dire. Après, l'obligatoire versus le facultatif. Brigitte, moi je ne suis pas pour le facultatif versus l'obligatoire, qu'on soit bien clair. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à l'origine, c'est un peu provoque, mais je pense que c'est une bonne image, et quelque chose qu'a dit François-Xavier Helbouy ce matin était très éclairant là-dessus. La solidarité à l'origine, ça a été la fille aînée de l'ignorance. C'est-à-dire quelque part, clairement, effectivement, on était solidaires parce qu'on pensait effectivement que le malheur, la maladie, etc., c'était un peu la roulette, c'était le hasard, c'était la loterie, et que donc on se disait, finalement, chacun prend son numéro à la loterie, et on mutualise tout ça entre nous. Et c'est François Xavier qui disait ce matin, effectivement, il citait un exemple qui était très, très intéressant sur, effectivement, les médecines prédictives. Donc il citait, effectivement, les médecines, notamment tout ce que l'imagerie médicale va permettre de voir, d'anticiper comme problème. Et évidemment, si demain, les techniques de médecine prédictive permettent aux gens de connaître leurs facteurs de risque et leur probabilité d'avoir telle ou telle affection, ils ne se mutualiseront plus entre eux. Le rapport Eval-Brié, d'ailleurs, France 2025, le mettait bien en avant ça. Et je pense effectivement que la seule digue de résistance face à ça, ce sont des systèmes solidaires à adhésion obligatoire. Parce que c'est quelque part, on ne maintiendra pas une cohésion collective si on ne crée pas un caractère obligatoire. Donc là-dessus, je crois qu'on est tout à fait d'accord, il n'y a pas de débat. Après, moi, ce que je dis simplement, c'est que ces régimes obligatoires, pour qu'on puisse maintenir leur caractère obligatoire, il faut qu'ils soient équitables. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils sont trop asymétriques, c'est-à-dire s'ils sont trop en faveur des uns et trop, effectivement, à la charge des autres, ils ne tiendront pas, ils ne survivront pas. Donc c'est un enjeu de survie. Et d'ailleurs, sur ces problèmes d'équité, il y a un problème que personne ne soulève. Je citais l'exemple tout à l'heure des gens de plus de 75 ans qui étaient 1 sur 2 en ALD. Les gens de plus de 75 ans, en général, c'est des cadres, ce n'est pas des ouvriers. Les ouvriers sont morts avant. Si vous regardez l'espérance de vie des différentes catégories de la population, ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeune pauvre qui paye pour le vieux riche, il n'a pas de perspective un jour qu'on paye pour lui. Il sera mort avant. Donc c'est un peu cynique, mais la réalité, elle est là. Donc les mécanismes, effectivement, d'équité, il faut parfaitement mesurer, lorsqu'on parle de solidarité entre les générations, etc., il faut être très prudent sur les concepts qu'on manie. Après, juste deux autres remarques sur le problème de l'emploi. On dit oui, c'est formidable, il faut créer une société de l'emploi, il faut avoir des politiques d'emploi, etc. Moi, ce que je constate, ça a été dit par une de mes voisines, effectivement, depuis 2003, depuis la réforme Fillon de 2003, l'âge de départ n'a pas bougé ou a très très peu bougé. Donc, ce qui veut dire quelque part qu'au-delà du fait qu'on sait tous, effectivement, qu'on a un modèle qui n'est pas favorable à l'emploi en France et qu'effectivement on trouve tous que c'est pas bon, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a rien qui a bougé en 7 ans. Donc c'est ça qui est emmerdant. Mais oui, mais moi je dis simplement, moi je constate la dure réalité. Sur le diagnostic qu'il faudrait faire, je suis d'accord avec vous, donc on n'a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre nous. Moi simplement, le constat que je fais assez brutalement, c'est qu'il n'y a rien qui a changé. On pourra peut-être revenir sur la question d'emploi et sur peut-être après juste un autre point pour éclairer, lorsqu'on dit qu'on est de plus en qu'on est en bonne santé de plus en plus vieux, faire attention aussi au concept qu'on manie. On est effectivement en parfait état de faire plein de choses très longtemps, mais pas parce qu'on est en bonne santé nécessairement, mais parce qu'on est très bien médicalisé. Donc les personnes de plus de 70 ans qui sont en pleine forme,
en général, elles sont très bien suivies médicalement. Dernier point sur ces regards croisés, c'est juste aussi une remarque. C'est un peu dommage, donc c'est une remarque pour mon ami Jean-Hervé. Ce que je trouve un peu dommage, finalement, je regarde la salle depuis tout à l'heure. Enfin, la salle, elle a une démographie, il y a beaucoup de gens jeunes, enfin, donc il y a tous les âges, etc. À la table, finalement, quelque part, moi j'ai 50 ans, je ne pense pas être le plus vieux de tous, donc je trouve finalement, on a une table qui est très connotée démographiquement, donc on a un regard sur le vieillissement qui est peut-être pas forcément un regard très objectif. Hein, alors justement, c'est là où donc j'interviens. À part l'animateur, avec qui mes lui a 30 ans, l'air très jeune, et c'est formidable, mais je pense que Jean-Hervé l'a mis effectivement pour rajeunir un peu. Justement, moi, vous voyez, moi ce que ça m'inspire, ça m'inspire tout ça, c'est la question de... Est-ce qu'on est objectif ? Est-ce qu'on ne se raconte pas une histoire entre nous là ? Il y a des débats, mais pour moi c'est un peu un choix de société, un choix politique, c'est un peu ce qu'on a vu aussi dans typiquement la question des retraites, la question du baby-boom, peut-être des générations qui ont connu la croissance, qui ont connu le plein emploi, ou en tout cas un bon niveau d'emploi, et puis qui aujourd'hui sont des gens qui veulent aussi mettre en place des possibilités pour qu'ils puissent aussi vivre mieux et vivre plus vieux. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être si quelqu'un d'entre vous a justement la question sur est-ce que c'est aussi un choix de société, un choix politique à mettre en place, typiquement rendre les choses obligatoires. On le fait pour l'automobile, mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut demander justement rendre obligatoire cette question d'assurance pour la dépendance après. Alors, juste un dernier point, j'en ai vraiment pour 10 secondes. Oui. Ce serait bien, comme vous êtes le seul jeune sur le truc, l'estrade, au lieu de poser des questions, à la fin, vous donnez votre opinion aussi. Regarde ça. Je vous en prie, monsieur Laxam. Alors sur l'âge, mais finalement, on connaît bien. Quand est-ce qu'on connaît bien un âge ? C'est pas lorsqu'on en est très distant, c'est lorsqu'on en approche quand même, ou lorsqu'on le vit. Il est sûr que le regard sur l'âge, il change au long de son parcours de vie. Moi, quand j'étais sans doute plus jeune, comme beaucoup, j'assimilais vieux à retraité. Il se trouve que je suis retraité maintenant. Alors dites-moi que ce n'est pas votre cas. Vous n'avez pas le même regard sur vieux égale retraité. En tout cas, on observe malgré tout l'émergence d'un nouvel âge. Quand vous parliez, Madame Marie, des 3 temps de vie, là, et presque d'âge, il y a un nouvel âge qui se situe, les bornes, ça peut se discuter, mais peut-être de 55 à 75 ans, où on est encore en activité ou presque plus, où on est en retraite, mais pas vieux, pas non plus au regard des statistiques de Mathias Matala en dépenses de santé. Donc on voit, on ne sait pas comment le qualifier, mais il y a bien quelque chose. On peut être dans cet âge-là, ne pas être encore vieux, être retraité ou jeune retraité ou presque sur le point de... Bon, voilà, nouvel âge. Mais sur l'obligatoire, je voulais juste te dire un mot, puisque finalement... ce n'est pas pour le discuter, puisque j'ai plaidé la solidarité, caractère obligatoire, tout ça, ceci me va bien. Mais je voulais dire malgré tout, il ne suffit pas qu'un système soit obligatoire. Bon, moi, je passe mon temps, je suis l'avocat de la sécurité sociale, et c'est très bien. Mais un système obligatoire est durable dans la mesure où il rencontre et génère toujours un haut niveau d'adhésion et de confiance. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? Il ne suffira pas de le rendre obligatoire. C'est la question du choix de société aussi. S'il y a un risque, pour moi, le déficit qui menace la Sécu, ce n'est pas le déficit financier d'abord. C'est peut-être le déficit de confiance et de crédibilité dans la durabilité et dans la promesse de la sécurité sociale demain. Et le plus grand risque, c'est un risque de rupture de confiance de la part des générations les plus jeunes, qui voient bien, constatent comme tout le monde, que la courbe ascendante de la prise en charge par la sécurité sociale, santé, retraite, c'est terminé. On est passé sur un autre versant. Et qui voient aussi que pour garantir les promesses, le Parlement, il vote encore un horizon 2025 peut-être, sauf si on repousse. Tout ceci est de nature à nourrir un discrédit et donc un risque de rupture de confiance. Alors moi je plaide pour la solidarité et lorsqu'elle concerne les aléas humains les plus cruciaux, quel est ce caractère universel, donc obligatoire, ce que n'ont pas fait les États-Unis, mais un système obligatoire nourri par une adhésion raisonnée et une confiance dans le long terme, parce que sinon l'obligatoire sera mis en cause lui-même. Éric Guillaume, vous qui proposez justement un modèle particulier de rente viagère, quel est votre regard là-dessus ? Oui, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le principe obligatoire ou facultatif. Une des certitudes que nous avons, c'est qu'on a en face de nous, effectivement, monsieur le disait, une population extrêmement nombreuse, extrêmement vaste, entre 65 et 85 ans, avant l'entrée en EHPAD,
après la fin de l'activité, quelle qu'elle soit, et sur lequel nous n'avons pas d'autre choix que de trouver une réponse eu égard justement vis-à-vis des jeunes, où il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, elle n'est pas unique, elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est certainement zébrée, dalmatien, gris clair ou gris pâle, mais il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on se pose des questions, et je pense qu'à chaque situation, il y a des réponses, et c'est le rôle des politiques, c'est le rôle effectivement des administrateurs de mutuelles et des gens responsables dans ce domaine-là, c'est le rôle des chefs d'entreprise. En ce qui nous concerne, c'était le rôle de trouver dans le monde de la finance des logiques d'équité, de solidarité, d'investissement différents pour permettre à des personnes âgées, quels qu'ils soient, entre 65 et 85 ans, de mieux vivre à domicile. Se reposer la question, on est nombreux, 14 millions de retraités, 14 millions de retraités, plus de 7 millions de propriétaires, où vont-ils vivre? Comment vont-ils vivre? On se doit tous d'apporter des réponses et elles sont certainement très différenciées. Il n'y a pas de gros débat. De manière très pratique, d'ailleurs, Françoise Faude, vous avez plutôt une vision positive du vieillissement. Très concrètement, ça veut dire quoi dans 10 ans, dans 20 ans, toutes ces questions-là? J'ai une vision positive parce que c'est ce que je vois tous les jours dans mon métier. Et je voudrais vous dire qu'on n'est pas nécessairement entré en EHPAD. Vous dites, il y a un temps avant l'entrée en EHPAD. Ne dites pas à ces jeunes qui sont là qu'un jour ils vont rentrer nécessairement en EHPAD. Ça n'est pas vrai, mais je voudrais revenir sur la solidarité et ce qu'on peut appeler une assurance dépendance. Il y a des pays qui ont établi ça. Une des meilleures assurances dépendance, Long Term Care Insurance, c'est pas dépendance, il n'y a que les Français qui utilisent ce terme de dépendance, c'est simplement une assurance de soins de longue durée si on en a besoin. Une des meilleures, c'est celle des Japonais. Alors ce que je reproche à celle des Japonais, elle est obligatoire. Et on cotise en fonction de ses revenus, mais on a des prestations en fonction de ses besoins. Un peu comme le système de sécurité sociale. Ce que je lui reprocherais, moi, c'est de commencer à 40 ans. Car comme l'un d'entre nous l'a dit, je crois que c'était vous, monsieur, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, un jeune qui entre sur le marché du travail ne cotiserait pas. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes et les vieux travailleurs. La vraie différence en France, c'est entre les gens qui ont du boulot et les gens qui n'ont pas de boulot. Quand on a du travail, je pense que c'est important de cotiser et que ça pourrait devenir effectivement une assurance autonomie, quelle que soit la raison de la perte d'autonomie. Donc à ce moment-là, on raye cette notion d'âge, qui est une notion qui pourrit tout le système français à l'heure actuelle. Donc des assurances dépendance basées sur la solidarité, ça existe, d'autres pays l'ont fait. Donc un enjeu politique, un enjeu peut-être sociologique au-delà de ça, pour Madame, votre voisine. Non, moi je voudrais revenir sur cette idée de l'âge parce que l'âge n'est plus pertinent aujourd'hui pour organiser les politiques publiques, pas plus la dépendance que les politiques d'emploi, etc. Or, nous sommes des virtuoses en France sur les politiques publiques ciblées âge. On a fait de l'emploi jeune, après on a fait le CDD senior, emploi vieux, etc. Tout ça avec des résultats qu'on connaît qui sont assez lamentables. Et ce n'est plus d'actualité précisément parce qu'il y a eu une différenciation extraordinaire des parcours aujourd'hui, fluidification et différenciation des parcours, ce qui fait qu'à un même âge chronologique, les gens ont des situations extrêmement différenciées. Donc l'idée d'un âge standard pour la retraite, j'ai le regret de le dire, n'a plus de sens aujourd'hui. On est là en train de penser à des choses qui ne peuvent plus fonctionner, puisque tous les pays aujourd'hui, conformément à ce que j'évoquais de fluidité des parcours, les meilleurs systèmes, Finlande, Suède, ce sont des systèmes de retraite au choix. Il y a un âge plancher et puis des systèmes d'incitation et éventuellement de décote qui permettent de choisir le moment du départ. Alors, mettre en place cette question justement de cotisation obligatoire, est-ce que c'est une histoire aussi de sémantique finalement pour que la population adhère justement à cette idée-là? Comment est-ce qu'on concrètement, est-ce que c'est justement une nouvelle sémantique à trouver, ne plus parler de vieillesse, mais justement de longévité peut-être? Est-ce que quelqu'un de vous justement a une idée pour comment est-ce qu'on crée l'adhésion autour de ces questions-là, Madame Dormand? Je voulais intervenir, pas vraiment sur la sémantique, mais je suis assez d'accord avec vous, entre longévité et vieillissement, il n'y a pas le même ressenti, mais plutôt sur les aspects obligatoires. Et donc pour parler, là on recommence à parler de dépendance, qui me paraît être un des problèmes. Donc il y en a d'autres. On parlera peut-être du travail. Si on parle si on parle par exemple de santé, et quand je parlais d'obligatoire, c'est une des questions qui, à mon avis,
doit être posée et qui va être soulevée certainement, c'est qu'est-ce qu'on fait de la complémentaire santé? Est-ce qu'on la conserve comme étant facultative ou obligatoire? Donc je trouvais très intéressant qu'il y ait la personne en charge de l'AGIR qui est de l'ARCO, puisque là c'est une originalité française, c'est un régime complémentaire obligatoire de retraite. Donc je pense que la question doit être posée, je ne connais pas la réponse sur les mutuelles, sur les complémentaires santé. Je pense qu'il faut se poser la question de rendre obligatoire ces assurances pour des raisons d'équité qui sont un peu longues à développer. Mais alors là, en prospective, c'est là que quand même j'ai un certain nombre de problèmes, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est que nous sommes déjà à 43% de prélèvements obligatoires. Donc si on met une complémentaire santé obligatoire, une assurance dépendance obligatoire, on voit bien qu'on va vers un pourcentage de dépenses qui resterait du libre choix des individus de plus en plus restreint. Donc je pense que c'est aussi une des questions, et d'autant plus si on essaye de lutter contre le réchauffement climatique, et si on introduit une fiscalité écologique, et si la croissance est un peu ralentie avec tout ça. Donc on voit bien qu'on va un peu vers un autre monde que j'ai tendance à analyser comme étant une phase de progrès où justement le niveau de revenu est tellement élevé qu'on peut déplacer un peu les proportions mais je crois que c'est quand même... il faut voir en face ce que ça signifie en termes de taux de prélèvement obligatoire. Ça signifie quelque chose d'assez important. Alors justement, peut-être effectivement, puisque a priori tout le monde est relativement d'accord sur le fait qu'on vit plus longtemps en bonne santé, que peut-être justement il faut repenser la place de l'emploi et alors qu'après on place le curseur de l'âge ou pas, mais la question de l'emploi est importante. Reste aussi la question du financement. Si la dépendance, si la longévité est aussi synonyme de croissance économique, est-ce que c'est cette croissance qu'on peut aller chercher pour justement financer toutes ces questions du 5e âge, etc. Est-ce que réellement la longévité, c'est un facteur de croissance économique? C'est pas... Le problème, des opportunités de croissance. Regardez, en tout cas le vieillissement. Prenez un exemple qui est caricatural de société vieillissante, qui est à côté de nous, c'est les Allemands. Les Allemands, bon, ils ont effectivement un modèle... On s'étonne pourquoi les Allemands ne consomment plus. On dit effectivement la demande intérieure allemande, elle est weak, elle est faible depuis 20 ans, on n'arrive pas à la redresser. Mais il faut y aller, simplement, il faut regarder, c'est un pays de vieux. C'est-à-dire c'est un pays où la population a... Non mais c'est vrai, et de vieux riches en plus, c'est-à-dire qui n'ont plus de besoin, lorsque vous avez 4 voitures, 3 frigos, etc., et puis qu'en plus vous êtes allemand, c'est-à-dire vous êtes économe, vous aimez bien les trucs qui durent longtemps, et à un moment vous n'avez plus besoin de consommer. Enfin, et à l'Ouest, c'est ça la réalité. Alors effectivement, ils vont mourir riches, parce qu'ils sont très efficaces, parce qu'effectivement ce sont des salariés expérimentés, donc effectivement qui sont très productifs, très expérimentés, et qui ont réussi effectivement à avoir une spécialisation industrielle qui va avec. Donc effectivement, c'est une énorme machine à exporter. Mais effectivement, la question de la solidarité qui crée justement la croissance dont parlait M. Laxalt tout à l'heure. Non, c'est effectivement les services. Je suis d'accord avec Jean-Michel Laxalt. Peter Drucker l'a bien montré. L'emploi productif, ça a été le phénomène du 19e siècle et du début du 20e siècle, sur un plan historique, d'histoire économique. Depuis les années 30, l'essentiel des emplois qui ont été créés dans les économies modernes sont des emplois qui ont été créés dans l'éducation, dans la santé, et effectivement dans un certain nombre de services publics. Donc on n'est plus sur de l'emploi productif. Les moteurs effectivement de la création d'emplois ne sont plus des moteurs d'emploi productif, mais ça depuis des décennies déjà. Donc c'est vrai que des sociétés l'emploi, le moteur de l'emploi, ça a été effectivement le développement des services publics, mais aussi de l'éducation nationale. C'est pas seulement des services de santé qui ont effectivement créé des millions d'emplois dans les dernières décennies. Mais je pense que c'est pas pour autant, donc c'est pas un phénomène récent, donc c'est un phénomène qui est un phénomène quasiment séculaire. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un facteur de création de richesse actuelle comme ça. Enfin, je m'inscris en faux là-dessus. Attendez. Madame Faure. Alors. Oui. Moi, je n'ose pas trop prendre la parole sur ce sujet parce que je me rappelle avoir parlé de ça avec Jean Hervé il y a au moins 6 ou 7 ans, je ne sais pas, 8 ans, lors d'un dîner. Et j'ai voulu donner quelques éléments de ce genre. Et il m'a dit, écoutez, vous connaissez bien l'Alzheimer, moi je connais bien l'économie. Donc, je me suis arrêtée. Tu te souviens? Donc, je me suis arrêtée. Non, mais depuis, ça s'est inversé peut-être.
Donc je me suis abstenue définitivement de parler d'économie. Il y a quand même un certain nombre de travaux intéressants qui montrent que c'est un facteur de croissance économique. Alors je pense que tous les économistes ne le partagent pas, parce que comme en médecine, il y a les pour, il y a les contre de certaines théories. Mais quand on voit ce que dit l'OMS, c'est vrai que c'est pour les pays en voie de développement, ça, qui conclut qu'une augmentation de 10% de l'espérance moyenne de vie à la naissance contribue au moins à 0,3 points de croissance supplémentaire par an. Ça, c'est la transition démographique, c'est les pays en développement, c'est vrai. Mais dans les pays industrialisés, il y a un autre travail qui m'avait intéressé, qui montre que pour un ensemble de pays développés, 10% de baisse du taux de mortalité cardiovasculaire, parce que c'est ça qui fait l'augmentation de l'espérance moyenne de vie. La diminution du taux de maladies cardiovasculaires entraînerait un point de plus de croissance du PIB par tête dans les 5 années suivantes. Un point de plus. Donc il y a quand même un grand nombre d'économistes qui pensent que les sociétés vieillissantes, l'augmentation de l'espérance moyenne de vie de façon globale, augmente la croissance économique. Mais je ne parle pas d'économie, mon cher Jean-Hervé. Parfaitement d'accord, mais en intégrant qu'effectivement, il y a beaucoup de... L'ensemble de cette population, on va dire âgée, sans pouvoir parler d'âge, sont des consommateurs. Des consommateurs peut-être de services à la personne, des consommateurs de santé, mais des consommateurs tout court. Et sur lequel, effectivement, si on regarde par rapport aux pays étrangers, sur l'exemple là, le taux, par exemple, de détention de propriété est beaucoup plus élevé que les autres pays. Et on a donc une richesse globale des seniors qui est plus centrée sur le patrimoine et moins sur l'épargne, même si l'épargne est effectivement importante pour les retraités par rapport aux actifs, mais sur les seniors, il y a plus de patrimoine et moins d'épargne, si on compare aux autres pays. Donc il y a des moyens aussi, là encore, de retransformer le patrimoine pour donner de la liquidité, cette liquidité qui permet effectivement de mieux vivre, de consommer, que ce soit dans le domaine de la santé ou d'autres. Peut-être juste là-dessus, il faut quand même faire attention. Les seniors ne consomment pas. Le CREDOC le montre bien. La consommation. Il y a une étude de mai 2010 qui est très récente qui montre bien que la consommation décline à partir de 50 ans. Donc est-ce qu'il faut utiliser l'épargne des seniors? C'est notre débat, mais ils consomment moins. C'est-à-dire la consommation est déclinante à partir de 50 ans. Ça, c'est une réalité factuelle. Jean-Michel Lasserie. Oui, je pense que... Enfin, j'étais un petit peu choqué parce que vous disiez à l'instant sur le... On ne crée pas d'emplois productifs. On ne crée pas d'emplois productifs au vieux sens et industriel, etc. Bon, si vous considérez le tertiaire, si vous réservez le mot productif à l'industrie... Le tertiaire, je parlais de services publics. Mais si vous pensez, par exemple, je ne sais pas moi, au tourisme ou des trucs comme ça, et si vous pensez au patrimoine, puisqu'on parle du patrimoine, moi je suis frappé, par exemple en Italie, ils ont un truc qui s'appelle l'agritourisme, et qui consiste effectivement à mettre en valeur le patrimoine rural en faisant du tourisme. Et l'agritourisme que je connais... alors évidemment, c'est statistique personnelle, mais c'est quasiment 100% de retraités qui ont ce patrimoine-là et qui accueillent des étrangers dans leur vieille maison dans la campagne. Ça, c'est une mise en valeur du patrimoine, premièrement. Et deuxièmement, c'est de la production, parce qu'ils produisent, ces gens-là. Ils accueillent des gens, ils produisent du tourisme. Parce que la question, c'était sur le niveau. Alors là, moi, j'ai une observation à laquelle je n'ai pas de réponse achevée et encore moins absolue. Mais elle a été ouverte par ailleurs. Faut-il tout exprimer en points de PIB? Est-ce que c'est pertinent pour tout? Là, on est en train de parler de santé, de maintien en santé et en autonomie. Et est-ce la même chose d'exprimer en points de PIB dans la période que nous avons connue de 50-60 ans d'un PIB progressant joyeusement, presque une croissance à la chinoise, et de l'exprimer dans la période dans laquelle entre au moins le continent européen, avec une croissance qui est sans rapport, qui sera peut-être entre 1,5 et 2,5. Voilà. Enfin, la question est ouverte et je crois qu'elle mérite d'être éclairée désormais. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais savoir si la salle, justement, a des questions. Monsieur ? Ça marche, oui. Ouais. Oui, voilà. En particulier, bon, il n'y a plus d'âge maintenant, c'est devenu flou, c'est difficile, mais il a quand même soutenu qu'il y a une espèce de conflit de génération lorsqu'il parlait des systèmes équitables de long terme où les jeunes pauvres payent pour les vieux riches. Parce que les vieux riches vivent plus longtemps. Sans aller jusque-là, le jeune qui donne des nouvelles générations, que ce soit pour la retraite, la dépendance et tout, il donne. C'est-à-dire qu'en pratique, il existe encore comme jeune, parce qu'en fait, il cotise beaucoup plus qu'il ne touche, heureusement. Donc, sur le long de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr qu'il a l'assurance que plus tard, si tout va bien, il touchera lui-même. Est-ce qu'il a cette assurance? Est-ce qu'on peut garantir des systèmes avec les jeunes qui ont un temps tellement long devant eux? Est-ce qu'on peut garantir des systèmes durables qui font qu'ils peuvent donner sans compter précisément parce qu'ils savent que plus tard, on est tous appelés à devenir vieux un jour, ils toucheront? Ça, c'est pas sûr.
Donc c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'un autre intervenant parlait d'adhésion-confiance, c'est ça. Les systèmes très longs qui sont là. On s'occupera de vous quand vous serez dans le même état. Sûr, ça ? Non, justement, c'est tout le problème. C'est Jean-Michel Laxalt qui l'a bien exprimé, c'est que les systèmes solidaires ne sont pérennes que si on a la perspective qu'on en bénéficiera un jour. Oui, excusez-moi, j'ai perdu mes lunettes, j'étais pas là. Aujourd'hui, je crois que c'était très bien formulé, et c'est très juste. On ne peut pas bâtir une solidarité sur un système où effectivement vous payez finalement pour vos parents, vos grands-parents, avec vous-même la perspective que sans doute vous ne serez pas aussi bien pris en charge. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on fait des enquêtes, hein, des enquêtes même des quantités classiques sur des populations représentatives, et qu'on leur demande la perception de la protection sociale. Les gens ne sont pas inquiets de ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'ils reconnaissent tous que le modèle social français fonctionne encore globalement très bien. Hein. En fait, ils disent, c'est pas aujourd'hui qu'on est inquiet, c'est pour demain. Voilà. Vous interrogez des gens de 45 ans, ils vous disent, nous, à 65 ans, on ne sera pas pris aussi bien en charge que nos parents. J'avais une autre question pour vous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Peu importe. Voilà, j'avais une autre question là-dessus, parce que justement, avoir une attitude solidaire, par rapport à ce que vous dites, vous avez rappelé la phrase de François Xavier, la solidarité d'une fille aînée de l'ignorance. Ça renvoie aux travaux de Rosan Vallon sur le voile déchiré, tout ça. Non! La solidarité, une des bases de la solidarité, c'est de ne pas tenir compte de l'information qui vous est favorable. Et ça, on peut le faire peut-être, y compris en non obligatoire, si les gens ont vraiment cet esprit solidaire. Simplement, oui, là-dessus, pour vous répondre, moi je doute, je suis peut-être un peu plus pessimiste que vous, mais je doute que sans une contrainte collective, on arrive effectivement à maintenir ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait bien un des intervenants ce matin, c'est que vous allez mettre en place un nouveau régime sur la dépendance. Vous faites quelque chose de facultatif, les gens ils vont aller faire des tests prédictifs. Ça pose effectivement ils vont dire, moi j'ai pas de risque d'Alzheimer, je vais certainement pas m'assurer en dépendance à titre individuel, c'est débile. Et c'est logique. Surtout sur des systèmes où, comme le rappelait aussi un des intervenants, on est à 43%, c'est Brigitte qui disait ça, on est à 43% de prélèvement obligatoire, donc on paye déjà beaucoup. Parce que vous faites des calculs précis, mais la solidarité, c'est justement pas faire des calculs précis, mais ça suppose donc que le système soit suffisamment durable, qu'il y ait suffisamment d'adhésion, suffisamment de confiance pour que se développe cet esprit solidaire où justement on ne compte pas trop. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que dans les enquêtes qu'on fait aussi, le déficit actuel des régimes de retraite et d'assurance maladie, je ne sais pas, 25 ou 30 milliards, en fait, ce qu'il crée, c'est cette psychose de l'avenir. C'est que les gens se rendent compte que ça ne peut pas durer, en tout cas ça ne va pas durer éternellement, donc ils disent ça va craquer un jour. Et effectivement, quand vous avez 30-35 ans, vous dites ça va craquer le jour où je n'aurai besoin moins. Et c'est pour ça que c'est impératif, l'équilibre financier n'est pas simplement impératif pour des raisons purement économiques, mais aussi pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire pour des raisons de cohésion du modèle solidaire. Et le nouveau contrat des générations, c'est justement qu'on garantit que ça va durer très longtemps. Tout à fait. Donc ça, il faudra le faire. Mais la question de la réforme des retraites et tout ce qu'on a vu récemment des mouvements sociaux montre quand même très bien que la question de l'adhésion même à un système qui est censé être relativement juste pose quand même des questions, même d'un point de vue entre les sociétés. Oui, juste là-dessus, un slogan pour remplacer le travailler plus, pour gagner plus. Vous n'auriez pas un slogan, c'est pas travailler plus longtemps mais autrement, un slogan de ce type-là qui sortirait, c'est pas mal. Peut-être une autre question avant de passer la parole à Jean-Hervé Lorenzi. Bon. Question, pas question. Ok. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que le temps qu'on avait c'est terminé. Je passe la main donc à Jean-Hervé Lorenzi avec la question de la société vieillissante. Sont-elles condamnées? Merci.